Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptos pour une nouvelle analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le Prof Chen et aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que d'habitude on fait une vidéo toutes les 2 semaines et si vous avez remarqué, il y a une vidéo qui était publiée la semaine dernière relative à la dominance du Bitcoin sur les marchés spot. Et bien aujourd'hui, alors qu'on est censé être dans une semaine creuse, on va quand même faire une analyse et on en fera une la semaine prochaine aussi, donc on va avoir 3 analyses de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait une nouvelle analyse cette semaine? Parce qu'il se passe des choses intéressantes au niveau du réseau sur Ethereum, donc de la crypto-monnaie Ether, ETH. Et je voulais vous en parler, on voulait faire un petit point avec Cryptos sur ce qui se passe en ce moment sur l'Ether. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo qui va s'intéresser aux dynamiques fondamentales de l'Ether, notamment aux dynamiques de son activité on-chain et le rapport que ça peut avoir avec son offre, c'est-à-dire avec la variation de l'offre d'Ether en circulation. Et la semaine prochaine, on aura une nouvelle vidéo qui va sortir et qui s'intéressera cette fois au marché de l'Ether. Est-ce que les investisseurs sont en profit? Quel est le taux de rendement des validateurs? À quel moment est-ce qu'on est capable de spotter des sommets de marché haussier et potentiellement des bottoms de marché baissier? On va avoir une analyse qui sera très intéressante la semaine prochaine, mais pour le coup, cette semaine, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe sur l'Ether en ce moment. La question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'on a un nouveau régime inflationniste sur l'Ether en ce moment? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, bien sûr, à vous abonner à la chaîne de Cryptos si ce n'est pas encore fait. Et tout de suite, on se lance dans cette nouvelle analyse on-chain. Rapidement, le prix de l'Ether, depuis quelques temps, il a eu une force relativement faible comparément à ce qu'on a pu connaître avec Bitcoin, dans le sens où on avait un ratio ETH-BTC qui était relativement en baisse, donc on avait un Ether qui était relativement faible, hein. On s'en rendait compte quand on regardait juste le prix de l'Ether comparément au prix du BTC, notamment au niveau du rebond qu'on avait connu en mai, on s'est rendu compte qu'en fait l'Ether il n'avait pas énormément poussé, et on a eu une magnifique God Candle qui nous a fait une ouverture à 3000 $ et une fermeture à 3600 $, rien que ça, la semaine passée, parce qu'il y a eu cette news justement vis-à-vis de l'approbation potentielle des ETF sur l'Ether, des ETF spot aux États-Unis, qui a été validée d'ailleurs, hein. Donc on a pu observer une graduelle ascension de l'Ether des 3000 quasiment jusqu'aux 4000, hein. On est venu chatouiller les 3960, donc vraiment on est juste en dessous de la borne des 4000, les 4000 qui sont un point important parce que c'est le sommet local du marché pour l'année 2024. Bien entendu, ce n'est pas l'ATH. Je vous rappelle que l'ATH pour l'Ether, il est encore aux alentours des 4800 à peu près, 4600, 4800. Donc là où Bitcoin avait déjà fait un nouvel ATH, du moins avait travaillé sur cette zone d'ATH, l'Ether est encore en retard de ce point de vue-là. Donc on a une faiblesse relative de l'Ether depuis un moment qui est peut-être en train de s'inverser avec ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc on va voir que il a beau se passer des choses pas mal au niveau de l'action de prix pour l'Ether, eh bien l'activité on-chain, elle n'est pas autant au beau fixe que ce qu'on pourrait croire. Et on va commencer tout de suite avec le nombre d'adresses actives sur le réseau Ethereum. Donc le nombre d'adresses actives, c'est simplement une adresse qui a fait au moins 2 transactions valides en une journée. Donc tout comme pour le Bitcoin, l'Ether dans son ensemble, il voit son activité on-chain évoluer au cours des cycles de marché. On va avoir des périodes de hausse de l'activité on-chain parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et d'utilisateurs de la chaîne qui sont intéressés pendant que les marchés sont en train de monter, parce qu'évidemment il y a de la vie, ça bouge partout. Et une fois qu'on va rentrer en marché baissier, on va avoir de moins en moins d'activité. On va avoir une chute graduelle du nombre d'adresses actives, mais pas que, vous allez le voir par la suite, qui va nous indiquer que là on est dans un état un peu morose d'apathie où il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'utilisateurs qui ont quitté la chaîne pour attendre des jours meilleurs et revenir potentiellement plus tard. Donc on a vraiment un comportement cyclique de hausse de l'activité pendant les marchés haussiers, de baisse de l'activité pendant les marchés baissiers, et on était de retour sur une nouvelle hausse de l'activité on-chain récemment, donc depuis octobre à peu près. Depuis octobre, on avait eu une jolie hausse avec un pic qui atteignait quasiment les 590 000 adresses actives en mars 2024, mais on peut noter que depuis la récente nouvelle de l'approbation des ETF et la soudaine hausse du marché qu'on a connue depuis, eh bien il n'y a aucun pic d'activité qui soit visible pour le moment en tout cas sur l'Ether. Donc on a eu un pic d'activité assez intéressant au niveau du sommet local, mais depuis l'activité elle est quand même relativement restreinte sur l'Ether. Elle reste dans un régime de marché haussier dans l'ensemble, mais on peut voir qu'actuellement il n'y a pas beaucoup d'activité, et vous allez voir ça va avoir un lien avec la dynamique de l'offre en circulation de l'Ether et notamment la création et la destruction monétaire de l'Ether, parce que depuis que l'Ether est passé au Proof of Stake, l'activité on-chain a un impact sur l'inflation du token Ether.
Ensuite, on va regarder le nombre de transactions par jour. C'est à peu près la même chose, hein. On va voir que ça suit quasiment la même dynamique. Il y a vraiment une très forte corrélation entre le nombre d'adresses actives et le nombre de transactions qui sont réalisées par jour. On a un constat très très similaire, hein, vraiment avec une évolution qui suit les phases d'expansion et de contraction du marché. Et dans l'ensemble, si le réseau Ethereum il a connu une activité d'échange relativement accrue depuis octobre 2023, eh bien on se rend compte qu'il y a un certain ralentissement qui s'est installé encore une fois depuis le sommet local de mars, ce qui porte à croire que les investisseurs ils attendent des prix plus élevés pour s'engager à nouveau. Ce que j'entends par des prix plus élevés, c'est plus élevé que le nouveau sommet local. Au moment où vous allez voir un Ether, si jamais ça arrive, un Ether qui va dépasser les 4000 $, je vous assure qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir faire des transactions, que ce soit pour prendre profit pour ceux qui sont déjà positionnés, que ce soit pour rentrer dans le marché pour ceux qui n'étaient pas encore positionnés, qui vont servir d'exit liquidity à ceux qui vont prendre profit. Il va y avoir beaucoup d'activités si jamais l'Ether vient à casser les 4000, parce que s'il casse les 4000, il peut très rapidement aller chercher les 4800 et franchir les 5000, et dans ce cas-là on est dans la découverte de prix. Donc là il va vraiment avoir un intérêt énorme de la part des investisseurs et des utilisateurs de la chaîne d'Ethereum à faire des transactions. Et pour le moment, on est encore dans ce moment où l'Ether, comme le Bitcoin, est dans un range, hein, d'une certaine manière. Et donc il y a cette espèce d'apathie, cette certaine forme de morosité qui fait que pour l'instant l'activité sur la chaîne est ralentie. Une autre manière de mesurer l'activité on-chain sur le réseau Ethereum, c'est en utilisant soit la consommation de gaz, ce qui peut être très utile en effet, mais aussi en utilisant le prix médian du gaz. On pourrait trouver ça relativement contre-intuitif, mais en réalité ce qui est important ici, c'est de regarder les moments où il y a des fortes hausses du prix médian du gaz. À chaque fois, ça va nous signaler des périodes où il y a une forte demande transactionnelle pour l'Ether et sur le réseau Ethereum. Et c'est à chaque fois des moments où il y a une très forte activité sur la chaîne de l'Ether. D'ailleurs, on le voit parce que ça coïncide parfaitement avec le sommet local de mars. Donc clairement, on peut le valider via ce point de vue-là. Donc en nous référant au prix moyen du gaz, qui tend d'ailleurs à augmenter du coup de manière drastique lors des périodes de forte activité, on peut remarquer que depuis encore une fois le sommet de mars, à ce moment-là une transaction coûtait à peu près entre 50 et 60 gwei à exécuter. Eh bien les prix du gaz ils ont vraiment chuté très bas, hein. On est aux alentours d'un 6 à 10 gwei pour une transaction, ça fait vraiment très bas. On était à ces niveaux-là plusieurs fois durant le bear market qu'on a connu en 2022, aussi durant la fin du bull market en 2021 et avant le bull market en 2020. Bref, on est sur des périodes où le prix du gaz est très peu cher et c'est souvent des périodes où il n'y a pas beaucoup d'activité sur la chaîne, et ça nous suggère que du coup l'activité du réseau Ethereum elle est bien sûr d'accord en régime haussier, mais que dans l'ensemble il y a un énorme ralentissement qui s'est passé après l'effervescence qu'on a connue en début d'année 2024, et ça corrobore tout ce qu'on est capable de voir d'un point de vue on-chain et d'un point de vue technique. C'est que pour l'instant, après la surchauffe entre guillemets qu'on a eu en début 2024 avec une très forte hausse des prix très rapide, et bien là on est en train de temporiser, il y a un peu moins d'activité, on essaie un peu de digérer la hausse tout en essayant de ne pas descendre trop bas, et ça implique qu'il y a une activité relativement plus faible sur la chaîne d'Ethereum. Et souvenez-vous bien de ça, il y a une activité qui est relativement faible en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de ça? Parce que quand on observe les dynamiques post-merge de l'offre de l'Ether, eh bien on se rend compte que depuis qu'on est passé au proof of stake, et bien en fait l'activité on-chain elle a un impact sur les dynamiques post-merge, donc les dynamiques d'inflation du token de l'Ether. Notamment la théorie veut que lors des périodes de forte activité du réseau Ethereum, notamment lorsqu'il y a beaucoup de frais de transaction via le Gwei qui sont payés, et bien ces derniers ils sont envoyés vers une adresse morte, ils sont pour ainsi dire brûlés, et ça permet de retirer une portion du nombre d'Ether en circulation de l'offre pour diminuer soit compenser la création monétaire, soit simplement diminuer l'offre d'Ether en circulation pour essayer de générer une forme de choc de l'offre. Mais dans l'ensemble, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique de l'Ether, dans son ensemble, ici, vous avez la valeur nette, donc c'est net head supply post burn head. Donc en gros, simplement, c'est la variation nette de l'offre d'Ether après le merge. Donc on voit qu'elle est dans l'ensemble négative, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins d'Ether depuis que le merge est passé qu'auparavant. En vert, vous pouvez voir du coup l'offre qui est créée, donc minted POS supply. Et en rouge, vous pouvez voir l'offre qui est détruite, donc EIP 1559 burn supply. Dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création monétaire en vert, elle est fonction du nombre de validateurs qu'il y a sur la chaîne Ethereum. Pour rémunérer les validateurs pour leur prise de risque et pour le fait qu'ils sont en train de verrouiller leurs Ethers pour valider des transactions, le protocole ETH 2.0 va générer de nouveaux Ethers et va offrir ces Ethers en rendement aux stakers, avec un rendement d'à peu près 3 à 4%. Ça peut varier de différentes manières. Donc on a une création monétaire qui
qui est fonction du nombre de validateurs actifs sur la chaîne. Ensuite, on a une destruction monétaire qui, elle, est fonction de l'activité on-chain, non pas de la validation, parce qu'on peut avoir beaucoup de validateurs pour une chaîne qui, au final, ne valide pas beaucoup de transactions et ne génère pas beaucoup de transactions. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. On a quand même plus d'1 million de validateurs sur le réseau Ethereum avec peu de transactions en ce moment, quoi. Et donc on a la destruction monétaire qui, elle, est fonction de l'activité on-chain, notamment des frais en gas ou en Ether qui sont payés parce que ces frais vont être envoyés vers des adresses mortes, vont être brûlés et donc vont être retirés de l'offre en circulation. Donc dans l'ensemble, la dynamique nette de l'offre de l'Ether, elle évolue en fonction du nombre de validateurs et de la quantité de gaz qui est dépensée par l'activité on-chain, comme vous pouvez le voir ici. Sauf que dans l'ensemble, on voit bien que on a une fluctuation quand même baissière, mais avec des moments où on a vraiment des périodes où on peut avoir un petit peu plus d'Ether qui est créé, un petit peu plus d'Ether qui est créé, des fois des périodes où on a un petit peu plus d'Ether qui est distribué, qui est détruit. Donc on a quand même une dynamique qui est variable. Et depuis peu, la quantité d'Ether en circulation, en fait, elle a repris une tendance inflationniste. On peut observer ici le taux d'inflation de l'Ether avant le passage au Proof of Stake, avec un taux d'inflation qui était annualisé aux alentours des 4%. Et depuis qu'on est passé au Proof of Stake, on a des moments où le taux d'inflation est négatif, avec des fortes périodes, des fois où le taux peut être vraiment très bas. Voir là, on a quasiment du moins 5%. Ici, on a quasiment du moins 4%. Donc on a des périodes où le taux d'inflation peut être vraiment très bas, voire déflationniste, donc négatif, ce qui indique qu'il y a plus de destruction monétaire que de création monétaire. Et on a aussi des périodes durant lesquelles le taux d'inflation peut être légèrement positif dans l'ensemble. Il n'est jamais extrêmement positif, mais on peut voir que des fois il est légèrement positif, notamment comme ce qu'on a pu voir au niveau d'octobre, où il y a plus de création monétaire que de destruction monétaire. Et depuis avril, donc c'est-à-dire après l'euphorie qu'on a eue en mars, depuis à peu près le mois d'avril, on se retrouve dans un nouveau régime inflationniste. Ça signifie quoi? Ça signifie que la quantité d'offres qui est détruite par le IP 1559, elle ne permet pas de compenser la création d'Ether nécessaire à la rémunération des validateurs. Par conséquent, le taux d'inflation de l'Ether, il vient de redevenir positif, et donc on va avoir une dynamique de l'offre qui va redevenir inflationniste. C'est ce qu'on est capable d'observer en ce moment, bien que ça a l'air de se calmer là au cours des derniers jours. On peut voir que avec la hausse des prix, il y a peut-être un petit peu plus d'activité qui s'est générée que ce qu'on pourrait penser. Et bon, là on est en train d'osciller, mais dans l'ensemble on est encore sur quelque chose qui est très neutre. On a eu un régime inflationniste durant tout le mois d'avril carrément, et maintenant qu'on est en mai, on est peut-être en train de retourner vers quelque chose de plutôt neutre, mais il est un petit peu trop tôt encore pour vraiment déterminer ça. Au total, ce qui est important, c'est peut-être de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du passage au Proof of Stake. On a commencé le passage au Proof of Stake avec à peu près 120 millions d'Ether en circulation. Actuellement, on est à peu près à 119,7 millions d'Ether en circulation. Donc en gros, en l'espace de presque moins d'un an, entre septembre et mai, on a quoi? On a 8 mois, on va dire, à peu près. En à peu près 8 mois, on a une réduction nette de 800 000 Ether sur la totalité de l'offre en circulation de l'Ether. Donc on peut se rendre compte qu'en fait ça représente une baisse qui est minime, ça représente une baisse de 0,06% depuis septembre 2022. Donc au final, la dynamique introduite par le IP 1559 et par le merge avec le Proof of Stake, qui est de réduire l'offre de l'Ether de manière relativement drastique pour créer un choc de l'offre, elle fonctionne qu'à moitié. Elle fonctionne qu'à moitié pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il y a des périodes où on peut avoir de la déflation, c'est clair, mais on a aussi des périodes où on peut avoir de l'inflation. En fait, là on alterne entre des périodes de déflation assez importantes, des périodes d'inflation modérée, des périodes de déflation relativement importantes et encore des périodes de déflation modérée. Donc pour l'instant, sur du court terme, ça fait pas encore un an que le merge est passé, sur du court terme, on se rend compte que la variation, elle est de moins d'1% de l'offre en circulation totale. Donc c'est vraiment marginal, c'est vraiment pour faire joli d'un point de vue, mais en fait on peut pas dire que ça ait vraiment eu un impact sur notamment les prix de l'Ether. La preuve avec la performance, si on n'avait pas eu l'approbation des ETF et la news des ETF sur l'Ether, je me demande bien où est-ce qu'il en serait actuellement, mais je pense pas qu'il serait en train de chatouiller les 4000$. Tout ça pour dire que l'activité on-chain sur l'Ether en ce moment elle est relativement faible, que du coup on est rentré dans un nouveau régime inflationniste sur l'Ether et que dans l'ensemble, les dynamiques et les politiques monétaires de l'Ether post-merge sont fonctionnelles mais n'ont pas encore eu d'impact significatif
sur l'offre en circulation de l'Ether, avec encore moins d'1% de l'offre qui a été détruite, ou du moins qui a été réduite depuis l'instauration et le passage au Proof of Stake. Donc on est quand même sur quelque chose qui fonctionne, mais qui fonctionne de manière relativement marginale. Et c'était là où je voulais en venir, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans l'ensemble, petit récapitulatif comme d'habitude, les données de cette semaine, elles suggèrent qu'on a un ralentissement de l'activité on-chain sur la chaîne, sur le réseau Ethereum depuis le sommet local de mars, malgré le fait qu'on soit dans un régime typique de marché haussier dans l'ensemble. Et donc en dépit d'une chute du nombre de validateurs, la quantité d'offres qui a été détruite par l'EIP 1555, elle permet plus pour l'instant de compenser la création monétaire de l'ETH qui est nécessaire à la rémunération du million de validateurs qui sont encore actifs en ce moment, et donc le taux d'inflation de l'Ether, il est redevenu positif. Dans l'ensemble, les dynamiques post-merge de l'ETH fonctionnent, mais elles restent encore minimales, et donc on n'a pas d'impact vraiment réel et palpable sur les prix de l'Ether en ce moment. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous aura plu. Elle sort un petit peu de ce qu'on est capable de faire d'habitude, mais on avait déjà parlé de l'Ether et de ses dynamiques post-merge il y a quelques mois de ça, donc j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, on va s'intéresser plus en détail à ce qui se passe sur le marché de l'Ether, avec beaucoup plus de questions sur la rentabilité, sur comment est-ce qu'on est capable de spotter, d'identifier des moments de saturation de l'offre en profit ou du profit des utilisateurs ou de la prise de profit en général. Donc on va avoir un truc un petit peu plus poussé sur le marché. Là je voulais vraiment faire une petite analyse sur le réseau pour faire un petit update de ce qui se passe vis-à-vis des dynamiques de l'offre post-merge, parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui change, et c'était important pour moi de le souligner, sans tirer sur l'Ether, on va pas tirer sur l'ambulance bien sûr, hein. Donc évidemment vous pouvez aller lire l'analyse sur le site de Cryptos Research, toutes les annotations sont faites pour que ce soit le plus clair possible, le plus didactique, évidemment vous avez le texte pour vous guider aussi. Donc n'hésitez pas à aller lire cette analyse, ça me fera plaisir de vous savoir que vous l'avez lu. Pour les personnes actives sur Twitter, n'hésitez pas aussi à aller lire, liker et partager le thread Twitter, ça me fera toujours plaisir d'avoir un petit peu plus de visibilité, sachant qu'en ce moment en plus j'en ai pas énormément malheureusement. Si vous avez apprécié, bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche à Cryptos Research. On a une vidéo d'analyse technique tous les mardis avec Vincent Gann, et normalement on a une vidéo tous les jeudis avec moi-même Prof-Chen, mais comme vous pouvez le voir actuellement on va avoir des vidéos qui sont un petit peu plus régulières, avec aussi potentiellement des tutoriels sur différents outils on-chain qui vont sortir d'ici peu. Je vous en dis pas plus, mais il y a des surprises et il va y avoir un petit peu plus de fréquence de l'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. Bien sûr, tout restera totalement gratuit et public, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez investir sur vous-même, si vous voulez faire partie de la plus grande et la plus pertinente des communautés crypto en France, je vous invite bien sûr à rejoindre Cryptos Research. Vous savez exactement qui nous sommes, vous savez qu'on offre de l'analyse technique, qu'on offre de l'analyse fondamentale, qu'on offre de l'analyse on-chain, qu'on fait des stratégies de DeFi, qu'on fait des airdrops, qu'on a une librairie avec une masse d'informations faramineuses, qu'on a surtout une communauté privée extrêmement bienveillante avec notre propre site. On n'est pas en train d'opérer sur Discord ou sur Twitter ou sur je ne sais quel Snapchat ou Telegram. On a notre propre site, on est très pro là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Bien sûr, vous connaissez la formule, vous avez un petit code promo, le prof20, qui vous permet d'avoir moins 20 sur votre premier mois d'abonnement, histoire de tester le produit et de voir si ce produit vous convient. C'était le Prof-Chen, j'espère que ça vous aura plu, au plaisir de vous retrouver sur Cryptos Research pour des analyses approfondies. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.